Et yo tout le monde, c'est Tfag, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant toute chose, bonne année, nous sommes le 3 janvier, j'espère que tout s'est bien passé pour vous, les adages habituels, bonne santé, plein de bonheur, de l'argent, des filles ou des hommes, ça dépend, ça dépend ce que vous êtes et ce que vous cherchez. Et ben on va pas trop tarder sur cette vidéo, on va partir de suite, comme d'habitude le pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir, ça aide toujours, hein, je fais pas ça pour ça, mais bon c'est toujours plaisant. Et puis mettez-vous dans l'ambiance avec de quoi boire, de quoi manger, vous sustentez votre main droite ou votre main gauche. C'est parti pour cette partie 5. D'accord. Si vous avez tout lu jusqu'ici, je n'ai plus besoin de prendre des pincettes. En résumé, voyons où nous en sommes. Vous savez, nous nous sommes quittés avec moi lors de ma première séance avec le patient soi-disant incurable, pour découvrir qu'il pourrait être vraiment sain d'esprit. Enfin, passons à autre chose, et vite. Comme on pouvait s'y attendre, retourner à l'hôpital pour soigner Joe le lendemain a été une expérience assez tendue. Maintenant que je commençais à soupçonner que j'allais devoir finir par défier ouvertement le chef de médecine elle-même, une grande partie de ce qui avait été la routine a soudain commencé à prendre un caractère sinistre. Pour chaque bouteille de médicaments que j'ai enregistrée pour mes patients, je me suis demandé si ces ordonnances pouvaient être utilisées contre moi. Par conséquent, je suis devenu beaucoup plus radin avec les pilules, à tel point que je suis presque certain que mon superviseur m'a délibérément assigné la tâche de faire le travail clinique sur les drogués à qui venaient périodiquement simuler une maladie pour obtenir leur dose. Pourtant, j'ai trouvé que cela ne faisait qu'empirer la situation. Et si le Dr G avait décidé de soudoyer un de ces junkies pour me poursuivre, quoi qu'il en soit, j'avais l'impression d'être pris au piège dans une situation de perdant. Et puis, il y a eu la petite affaire des aides-soignants. Mais attention, alors que j'avais l'habitude de voir des aides-soignants partout et qu'avant je n'aurais rien pensé de cela, mes soupçons m'avaient rendu hyper vigilant. En conséquence, j'ai remarqué chaque personne autour de moi. Non seulement cela, mais j'ai aussi commencé à remarquer des schémas dans lesquels ils se trouvaient à n'importe quel moment donné, une fois que j'ai commencé à les chercher. Et il est devenu atrocement évident que j'étais suivi par 2 aides-soignants en particulier. Et c'était des brutes. Les plus grosses et les plus encombrantes de la salle. L'un d'eux, Marvin, était un monstre chauve et pâle, qui devait mesurer au moins 1m85 et dont l'uniforme d'hôpital ne pouvait pas vraiment déguiser ses bras entièrement tatoués. L'autre, Hank, était un léviathan noir, dreadlocké, qui était presque aussi grand que Marvin, et semblait pouvoir soulever 2 fois son poids sans transpirer. Ils auraient pu être perceptibles même pour une personne inobservante. Mais pour moi, leur présence constante était plus que malveillante. Non pas qu'ils m'aient suivi, non, ils avaient au moins assez d'intelligence pour sembler travailler sur autre chose chaque fois que j'essayais de les surprendre en train d'observer mes mouvements. Il s'agissait de vérifier les signes vitaux d'un patient ou de transporter des montagnes de nouvelles fournitures dans les placards. Pourtant, c'était évidemment trop fortuit qu'au moins l'un d'entre eux soit tout le temps autour de moi. Et leur présence n'était qu'un parmi tant d'autres que je suis devenu de plus en plus paranoïaque dans les semaines qui ont suivi. Cela n'a pas aidé, de plus que j'ai passé du temps à soigner Joe, et plus je suis devenu convaincu qu'il avait raison. Je l'ai vu au moins une fois par jour pendant 1 heure, et pendant ce temps, son apparente santé mentale n'a jamais vacillé un seul instant. En d'autres termes, même si ces médicaments avaient fait penser qu'il était un mystère médical terrifiant à un moment donné, il était évident pour moi maintenant qu'il était gardé à l'hôpital simplement parce qu'il gagnait de l'argent, grâce à ses parents riches, mais indifférents. Au début, une petite partie de moi nourrissait l'espoir que cette dernière partie pourrait ne pas être vraie, et que les parents de Joe pourraient être simplement ne pas savoir que leur fils était gardé pour aucune autre raison que de saigner de l'argent. Cependant, quand j'ai abordé cette perspective avec Joe, il a seulement aboyé d'un rire dur et m'a dit de ne pas être idiot. Quand je l'ai pressé sur le sujet, il s'est mis visiblement en colère. Si mes parents en avaient quelque chose à foutre de moi, pourquoi ne m'ont-ils pas rendu visite ? Demanda-t-il d'une voix frémissante de chagrin et de rage. J'ai levé les mains pour l'apaiser. Tout le monde est encouragé à rester loin de toi, Joe. Même les médecins. Ce n'est pas exagéré de penser qu'ils pourraient croire les mêmes choses qu'on nous a dites.
Ce n'est pas comme si je demandais d'entrer avec un pull tricoté à chaque Noël, a-t-il répondu en crachant. Mais qui a dit qu'il ne pouvait pas au moins venir regarder par la fenêtre de ma porte une fois en 20 ans? Ou vérifier qui me traite? Aucun des médicaments que j'ai eus dans cet enfer n'a jamais fait dire à quelqu'un qu'il était interdit de me voir. Même quand j'ai demandé directement aux gens, ils m'ont tous dit que personne ne venait me chercher. Admettez-le, Doc, ils m'ont laissé pourrir ici. Ils se fichent d'où je suis, tant que ce n'est pas avec eux. Je lui ai répondu que je pense que tu es peut-être un peu dur, puis j'ai immédiatement regretté quand j'ai rencontré son regard. Il avait l'impression de me transpercer. Un peu dur? Un peu dur, docteur? Fais-toi une faveur. Et ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Si tu connaissais mes parents, tu ne dirais pas ça. Qu'est-ce qui vous fait penser? Qu'est-ce qui me fait penser que ce sont des salauds sans cœur? Laisse-moi te raconter une histoire, Doc. Tu devrais t'asseoir. Ce n'est pas agréable. J'ai décidé d'écouter et je me suis assis près du lit. Il me regardait fixement pendant qu'il parlait. Quand j'avais 5 ans, juste un an avant qu'il décide de se débarrasser de moi, j'ai rencontré un chat errant, dans les bois, dans la propriété de ma famille. Mais elle n'était pas comme n'importe quel chat errant. Elle était amicale et apprivoisée, me laissait la caresser et même la tenir dans mes bras. Je l'appelais Fibberwood Flower, car c'est à Fibberwood Flower que mon père avait fait fortune dans le textile. Alors, je l'entendais utiliser l'expression Fibberwood et elle était jolie, alors l'appeler une fleur semblait approprié. J'étais gamin. Tu sais, alors mélanger les mots semblait bien. Eh bien, elle a fini par cesser de se cacher dans les bois et a commencé à venir me rendre visite dans la propriété de ma famille. Je laissais des restes de ma nourriture que je ne mangeais pas pour elle et elle s'en approchait, jusqu'à ce que mes parents la prennent. Ma mère était violemment allergique aux chats. Et dès que mon père a su que j'en faisais entrer un dans la propriété, il était furieux. J'ai essayé de leur dire que je serais sage et que je ne la laisserais pas la contrarier, et que c'était une gentille chatte, et mon amie. Mais mon père n'a pas écouté, il est sorti de la maison jusqu'à l'endroit où Fibber était assise. Elle avait l'habitude que les gens soient amicaux, alors bien sûr, elle ne s'est pas enfuie. J'aurais aimé qu'elle l'ait fait, parce que quand il l'a trouvée, il l'a ramassée et l'a déposée dans les bois avant de me dire que jamais je m'approcherais d'elle. Il me ferait la même chose, si je comptais lui désobéir. Puis il m'a pris la ceinture et m'a enfermé dans ma chambre. Je ne l'ai jamais revu. Ayant moi-même perdu un animal de compagnie dans mon enfance, j'en ai eu assez d'entendre l'histoire. Inutile de dire que je n'ai plus jamais reparlé de ses parents, car j'étais alors profondément convaincu que leur cruauté était réelle. Cependant, l'histoire m'a au moins donné l'impression que, même si je ne pouvais pas traiter Joe pour ses troubles fantastiques qui lui sont attribués dans son dossier, je pourrais probablement le traiter pour au moins quelques problèmes. Il souffrait manifestement de dépression, par exemple, et avec raison. Et les mauvais traitements que ses parents l'avaient clairement rendu difficile de faire confiance aux gens, sans parler de ce qui s'est passé avec d'autres. Au cours du mois suivant, j'ai donc décidé de commencer à voir si je pouvais au moins rendre sa situation plus supportable. Cela a évidemment nécessité un retour en arrière pour examiner son dossier, mais avec un œil beaucoup plus sceptique. Bien que la plupart des grandes parties semblaient être fabriquées de toutes pièces, la plus importante de ces informations était peut-être le fait que Joe avait été placé ici volontairement par ses tuteurs, ce qui signifie qu'en théorie, puisqu'il avait maintenant 18 ans, il aurait dû être en mesure de vérifier lui-même ces informations. J'ai décidé d'aborder cette question à la prochaine réunion que nous avons eue. Dire que je l'ai regretté est un euphémisme grossier, mais ne nous emballons pas. Voici comment s'est déroulée la conversation. « Pourquoi ne pas partir ?» j'ai demandé. « S'il se fiche vraiment d'où vous allez, pourquoi ne pas partir? Vous avez été engagé volontairement ici. Vous pouvez partir contre avis médical. » J'ai instantanément vu que ce n'était pas une bonne question. Le regard de Joe me donnait l'impression que la température de la pièce avait plongé à des niveaux antarctiques.
As-tu au moins lu mon dossier ? Demanda-t-il doucement. Oui, ai-je répondu. Tout cela pourquoi ? Pourquoi me poses-tu une question à laquelle tu connais la réponse ? Je ne la connais pas. Joe, s'il y a quelque chose qui te retient ici, je n'en sais rien. J'essaye de partir depuis que j'ai 18 ans. Mais qui me laisserait sortir s'il voyait ce qu'il y avait dans mon dossier ? Avant, ils envoyaient un nouveau médecin tous les 2 ans, juste pour continuer le tour. Et quand les médecins avaient trop peur, ils commençaient à inventer des conneries. Putain de merde. Cigarette. J'avais pris l'habitude de les porter avec moi, puisqu'il en voulait toujours une à chaque fois que nous nous rencontrions. J'en ai sorti une et je l'ai allumée pendant qu'elle soufflait. Semblant un peu apaisé, il continua. J'ai failli sortir quand Nessie me donnait mes médicaments tous les soirs. J'ai regardé fixement. Nessie ? Qu'est-ce que Nessie a à voir avec ça ? Le regard qu'il m'a jeté était empreint de pitié. Vous connaissez donc Nessie ? Je n'avais pas besoin d'y penser, j'ai secoué la tête, il sourit tristement. Eh bien, tu as raison. Elle ne l'était pas. Elle savait ce qu'il faisait et ça l'a tué, de l'intérieur. En même temps, même moi, je savais qu'il ne pouvait pas la virer et elle ne voulait pas partir. C'est seulement parce qu'elle était si attachée à cet endroit que je n'arrivais pas à la convaincre d'accepter de cracher le morceau. Enfin, jusqu'à la dernière nuit où je l'ai vue, tu sais, celle où elle s'est suicidée. J'avais l'impression que mon sang s'était transformé en azote liquide. Tu ne veux pas dire qu'ils l'ont tuée pour ça ? Non, pas du tout, dit-il. Parce que je ne pourrais pas le prouver, même si je voulais le dire, si j'avais des illusions sur la sortie. Ils sont morts juste avant que tu arrives. La partie psychiatrique de mon cerveau m'a crié que cela devait être le produit de l'isolement de Joe, ce qui pourrait bien l'avoir rendu paranoïaque, voire délirant quant à la perspective d'une évasion. Si ça avait été n'importe quel autre patient, c'est exactement ce que je me serais dit, et je n'aurais pas perdu le sommeil à cause de ça. Mais cela était déjà si étrange que cette explication semblait presque ridiculement insuffisante. Joe semblait si lucide sur tout le reste qu'il semblait très difficile d'imaginer une telle illusion enterrée sous cette façade. En plus, si c'était une illusion, comment expliquer la mort de Nessie ? Je l'avais vu peu avant sa mort, rien dans son comportement ne suggérait des pensées suicidaires, ni même la dépression. De toute façon, au cas où Joe n'était pas paranoïaque, cela allait bien au-delà du domaine de la faute professionnelle médicale. Pour devenir, au final, une grande conspiration criminelle. J'avais peur que ce qui pourrait arriver si j'essayais d'intervenir, mais j'étais encore plus déterminé à ne pas être complice. Le temps que j'ai passé à soigner Joe m'a fait m'occuper de son bien-être autant que de celui de n'importe quel autre patient. Sinon plus, et d'ailleurs, que se passerait-il si quelqu'un d'autre sifflait le coup d'envoi ? Je serais considéré comme un complice ? Malgré tout, il me semblait tout à fait désespéré de penser que je pouvais faire n'importe quoi sans enfreindre la loi. Si j'allais voir les autorités, je finirais probablement par m'engager pour avoir prétendu qu'une histoire de 20 ans de maladie mentale était le produit d'une conspiration aussi élaborée, et tout cela sur la parole d'un malade mental. Si je démissionne de mon poste en signe de protestation, Joe serait à la merci de quelqu'un qui aurait moins de scrupules que moi. Il n'y avait qu'une chose à faire. Je dois trouver le moyen de faire évader en secret. Si ça échouait, je me suis dit au moins que je n'étais pas ininflammable comme Nessie, ce qui voulait dire que je ne ressentirais probablement pas le besoin de me tuer pour se débarrasser de moi. Bien sûr, on pourrait m'interdire d'exercer à nouveau la médecine s'il portait des accusations, mais si le Dr G était assez vindicatif pour essayer de le faire, je pourrais au moins essayer d'exposer tout cela avant qu'elle n'obtienne ce qu'elle voulait, vu que je n'aurais plus rien à perdre. Et si je réussissais ? Au pire, j'aurais laissé un patient un peu paranoïaque, mais essentiellement stable, entrer dans la société, et j'aurais pu continuer à travailler à l'hôpital avec la conscience tranquille, sachant que le complot était d'autant moins susceptible d'exister. Ce n'est pas que sortir un patient d'un hôpital psychiatrique, et encore moins de celui-ci, serait facile.
Les caméras de sécurité étaient assez omniprésentes sur les lieux et le personnel surveillait de près qui avait la clé de la chambre de tel patient ou de tel patient. Si je voulais faire ça, il faudrait que ça ressemble à un accident, que Joe se soit échappé. Néanmoins, j'ai été intelligent et débrouillard, et j'ai rapidement élaboré un plan. Comme l'hôpital aurait besoin d'une équipe réduite pour que mon plan fonctionne, j'ai décidé de prendre quelques quarts de nuit supplémentaires dans les semaines qui ont précédé mon travail. Juste pour que je puisse savoir qui était présent pendant les heures creuses de l'hôpital, et surtout, pour qu'il ne pense pas à me voir pendant ces heures creuses. Ma fiancée s'est plainte de mon absence au début, mais quand j'ai expliqué qu'elle était vitale pour le traitement d'un de mes patients, elle semblait comprendre, du moins pour le moment. Quant au plan lui-même, je ne vous ennuierai pas avec les détails, mais je me contenterai de vous dire qu'il a fallu laisser ma blouse de laboratoire et mes clés dans la chambre de Joe. Soi-disant par accident, puis déclencher une alarme incendie tout aussi accidentelle, ce qui aurait fait évacuer la plupart du personnel de l'hôpital, laissant le passage à Joe pour s'échapper. Je m'étais également assuré que Joe connaissait la sortie à l'avance, en lui donnant un paquet de cigarettes qui était secrètement enveloppé d'un plan de l'hôpital, à l'intérieur où j'avais marqué toutes les sorties de secours moins utilisées. Rétrospectivement, c'était un plan terriblement facile à bâcler, et Joe lui-même m'en a parlé lorsque on en a discuté. « Docteur, tu es plus fou que moi », dit-il avec un sourire tordu caractéristique. « Si ce plan marche, je suis Mickey Mouse. Ça va marcher. Même s'il vous traite comme un malade mental criminel, cet hôpital ne traite pas d'autres malades mentaux criminels, alors notre sécurité est plutôt laxiste. De plus, le personnel est paresseux, et personne ne s'attendra à ce que quelqu'un essaye de vous faire évader. Pas après ce qui s'est passé avec Nessie. » Il secoua la tête, d'un air fataliste. Mais il avait une lueur dans l'œil qui disait que je lui avais peut-être donné la première once d'espoir qu'il avait depuis qu'il était engagé ici. « Eh bien, je ne commencerai pas à planifier des voyages juste au cas où, a-t-il dit avec ironie, mais s'ils m'attrapent et me renvoient ici, je ne leur dirai pas que c'était ton idée. Oh, et Doc, que Dieu te bénisse d'avoir essayé. Si ça marche, je n'oublierai pas que je te dois la vie et la liberté. » Et c'était tout. Il ne restait plus qu'à exécuter le plan. C'est ainsi qu'une semaine, à partir du mois où je me suis donné pour voir si Joe était vraiment fou, je me suis retrouvé au pied de sa chambre. Et j'ai offert ce que je pensais être un billet pour l'histoire psychologique, son moyen de fuite le plus prometteur depuis des années. La promenade jusqu'à sa chambre a été l'une des expériences les plus tendues de ma vie, et j'ai senti mes paumes transpirer de façon incontrôlable pendant que je marchais le long de couloirs. Couloir après couloir, le murmure et le charabia des patients que je savais être fous, semblant presque un miroir de mes propres pensées dispersées. Si j'étais pris, ou s'il l'était, est-ce qu'il me virerait seulement moi, ou voudrait-il faire de moi un exemple pour quelqu'un d'autre? Ou quelqu'un d'autre qui connaissait le secret justement, qui s'intéressait trop à l'histoire de Joe. Peut-être que la mort de Nessie n'avait pas été assez claire. Peut-être qu'ils avaient vraiment besoin d'envoyer un message à toute autre personne qui pourrait avoir des doutes. J'avais rencontré le Dr G, et elle n'avait pas l'air du genre à laisser traîner les choses en l'air. Je n'étais pas obligé de faire ça, n'est-ce pas? Je pourrais faire demi-tour et partir maintenant. Je devrais faire demi-tour et partir maintenant. J'avais une fiancée, une vie devant moi. Ce n'était pas mes affaires. Je n'étais pas obligé de faire ça. Mais non, je savais que je devais le faire. C'était la bonne chose à faire et je n'allais pas me rendre complice de ce qui équivaut à un enlèvement et à un meurtre simplement parce que j'ai trop peur pour ma propre peau. De plus, il n'y avait presque personne dans l'équipe. Et le temps que mon alarme incendie se déclenche, il y aurait presque plus personne pour empêcher Joe de partir. Mon plan était presque infaillible. Ce serait très bien, alors que j'atteignais la porte de la chambre de Joe, le bruit de lourdes chutes de pieds m'a pris à les oreilles. Et je me suis tourné pour voir Hank, l'aide-soignant, pousser une serpillière lentement dans le couloir. Merde. Et s'il savait ce que je faisais? Non, c'était impossible. Il n'y avait aucun moyen que quelqu'un sache. J'avais gardé ça secret, même ma fiancée ne le savait pas. Je serai en sécurité. Je me sortirai très bien, enfin... il ne devrait pas y avoir de problème. J'avais juste besoin de rester dans la chambre de Joe jusqu'à ce que Hank passe ce couloir.
Ce ne serait pas difficile, ces bruits de pas étaient assez forts pour que je les entende, même si Joe était à la porte. Tout se passerait bien. J'ai pris mon souffle, j'ai sorti la clé lentement, puis j'ai tourné la clé dans la chambre de Joe. J'ai fait un pas à l'intérieur, et je l'ai fermé avec précaution derrière moi. Je me suis tourné vers lui, il se tenait debout, le dos tourné vers moi, regardant par la fenêtre, et je lui ai à peine prêté attention alors que je retirai frénétiquement ma blouse de laboratoire, la posai sur son lit, puis je m'asseyais pour écouter les pas de Hank. Comme je m'en doutais, Hank passe à la porte au bout d'une dizaine de minutes, puis lentement, c'est passé son père avec environ 5 autres. J'ai poussé un soupir de soulagement, je me suis tourné pour ouvrir la porte. « Doc ?» Je me suis tourné pour voir Joe me regarder. Il avait un regard affamé et désireux, comme le regard d'un homme affamé, qui sait qu'il est sur le point d'avoir un festin et ne peut pas attendre. J'ai levé les sourcils vers lui. « Ouais, Joe ? Merci. » C'est exactement ce dont j'avais besoin. Son phrasé était un peu bizarre, mais je n'y ai pas prêté attention. Je lui ai souri rapidement. De rien. Et avec ça, j'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir. J'étais sur le point de me retourner et de la refermer quand soudain, une paire de mains comme des mitaines de baseball s'est serrée autour de mes épaules. « Tu n'oublies pas quelque chose, Parker ?» a fait teinter la voix basse de Hank juste à côté de la porte. Je suis resté immobile comme une statue. Hank m'a gloussé dans l'oreille. Pour un enfant si intelligent, on n'arrive pas très bien à se rendre compte si un homme marche doucement ou s'il s'éloigne vraiment. Il s'était caché à côté de la porte tout ce temps, mais pourquoi ? Est-ce que ça voulait dire « Je vais envoyer quelqu'un chercher ta blouse de labo, mais toi et moi, on va aller parler au docteur G. Et tu vas voir que tu vas pouvoir tout lui dire sur ce que tu comptais faire avec cet enculé ce soir. » À ces mots, un mouvement soudain me parut à nouveau plausible. Et je commençais à lutter contre son emprise, même si c'était comme si j'essayais de tordre une barre de fer. Puis une pensée m'a frappé. Hank n'était peut-être pas l'un des aides-soignants de Joe, il ne savait peut-être pas ce qui se passait après tout. « Laisse-moi partir, je ne sais pas ce qu'elle t'a dit, mais tu ne comprends pas, Hank. Elle garde un homme sain d'esprit là-dedans, et il apporte tellement d'argent à cet hôpital que tout le monde s'en fout, qu'il soit sain d'esprit ou non. Elle a peut-être tué Nessie pour garder le secret. Hank, laisse-moi aller lui parler, et tu verras. Je te jure, tu verras. Elle a dit que vous diriez de telles choses, a dit Hank, me tenant toujours dans ses bras comme si j'étais un ragdoll particulièrement belliqueux. Je n'y crois pas, Parker, sans vouloir te vexer. J'étais sur le point de pleurer de frustration, de nervosité, mais avant que une seule larme ne tombe sur ma joue, j'ai entendu quelque chose qui a soudainement effacé mon esprit, toute pensée de ma mission sauvetage. Je me suis plutôt demandé si j'avais moi-même souffert d'une crise psychotique. De l'intérieur de la cellule de Joe, quelqu'un riait. Mais ce n'était pas Joe. C'est impossible, ça n'avait pas l'air humain du tout. Au lieu de cela, ce qui est sorti de cette cellule, c'est un rire sépulcral, humide. Et cela semblait venir d'une gorge en décomposition. C'était une voix que j'avais déjà entendue auparavant, celle que j'avais entendue dans la rivière alors que celle-ci entraînait Marty dans mes rêves. J'étais devenu mou à cause du choc, mais Hank n'a pas réagi du tout. Il semblait ne pas avoir entendu, bien que je n'ai pas eu la présence d'esprit de demander. Tout ce que j'ai pu faire, c'est fixer la porte de Joe quand Hank a commencé à m'éloigner. Tout en entendant ce son rauque qui venait tout droit de mon cauchemar qui résonnait dans la salle de mon cerveau. Fin de ce creepypasta. Fin de cette partie de creepypasta. Alors là, on arrive à des moments assez compliqués. Bon, ça... on est en plein début du moment où ça va partir en quéquette. Évidemment, le docteur essaye de faire évader Joe, mais il se fait avoir par un des gros bras qui est envoyé apparemment par le docteur G. Mais j'ai toujours du mal à me demander, est-ce que on est dans la vraie vie? Est-ce que vraiment en fait il se passe ce qu'on est en train de lire, ce qu'on est en train d'entendre ou d'écouter, ou est-ce qu'il se passe complètement autre chose? Est-ce qu'on n'est pas dans le délire paranoïaque du docteur? Est-ce que justement Joe
comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, n'a pas une emprise, a une emprise si importante sur le cerveau du docteur que celui-ci est en pleine crise. Est-ce que justement, on n'est pas dans le même cas de figure des enregistrements où les enregistrements, il n'y avait aucun son à part sur des heures d'enregistrement, aucun son à part à un moment donné. Enfin, je sais pas si vous comprenez, mais soit possibilité 1, on est vraiment dans le récit, il se passe bien tout ce qui se passe, ou possibilité 2, le docteur est en pleine crise psychotique, paranoïaque, il s'imagine plein de choses et en fait il est en train de délirer et de devenir lui aussi fou. Alors on va passer à la partie 6 le plus rapidement possible pour savoir ce qui va se passer. J'espère que celle-ci vous aura plu, c'était H5, portez-vous bien. Ciao tout le monde.